Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on a déjà parlé et on va l'aborder avec le troisième et peut-être dernier angle. On va parler de la maternité quand on est travailleuse indépendante, entrepreneuse. On va parler de toute la question de la grossesse, du postpartum, etc. On avait déjà parlé de ces sujets-là il y a longtemps. On va vous mettre ça dans la description avec Charlotte qui est sage-femme. Donc on a eu l'angle sage-femme. On en a reparlé quelques mois plus tard avec Chloé, qui est toujours d'ailleurs, qui est psy. Donc on a eu la lecture psy. Et aujourd'hui, on reçoit Solène pour en parler et pour parler plutôt de la partie, on va dire, business, qui est conjointe du coup à cette question de la maternité, de la grossesse, du postpartum. Et Solène elle va être là pour répondre à plein de questions, plein de tracas, de stress qu'on peut avoir dans ces moments-là, le business, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui va se passer, concilier les deux. Solène, bonjour, merci d'être avec moi aujourd'hui pour qu'on parle de ça. Comment vas-tu? Ça va très bien. Puis merci beaucoup pour ton invitation. J'avais d'ailleurs écouté les épisodes de podcast dont tu fais mention, donc je suis ravie que tu m'aies invitée pour raconter une autre Voilà. facette et pour peut-être éclairer aussi tes auditrices. Parce que c'est vrai que oui, le côté physique et psychique, c'est hyper important, mais l'aspect financier et business aussi. Donc voilà, on va compléter tout ça ensemble. Ouais, bah alors justement pour celles et ceux qui te connaissent pas, peut-être est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire, parce qu'en plus il y a eu une évolution de business avec tes propres maternités, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es, de comment t'es arrivé jusque-là? Oui, donc j'ai fondé Grossesse d'entrepreneuse en 2023 et c'est en fait ma deuxième entreprise puisque pendant 9 ans auparavant, j'étais en fait à la tête d'un cabinet de conseil en entrepreneuriat durable. Donc en fait, j'accompagnais des femmes qui se lançaient ou qui voulaient pérenniser leur business à impact positif. J'aimais bien dire que j'aidais voilà, les entrepreneuses à bien gagner leur vie avec des projets bons pour la planète ou bons pour les autres. Et aujourd'hui, je continue à aider les femmes à bien gagner leur vie avec leur business, mais sous ce prisme de la maternité, puisque non seulement moi j'ai eu cette expérience un peu particulière, on en reparlera peut-être dans l'interview, mais j'ai eu des grossesses, enfin en tout cas une première grossesse vraiment différente de ce que j'avais anticipé, qui a vraiment impacté mon business. Et puis au-delà de mon expérience particulière, je me suis aussi rendu compte en regardant les chiffres que l'entrée dans la maternité et dans la parentalité en général, c'est le point de rupture qui creuse les inégalités femmes-hommes. Et comme je travaillais déjà sur ces enjeux, notamment dans l'entrepreneuriat, j'ai eu envie de voilà, créer une solution qui adresse la cause profonde finalement de mon travail depuis 2014. Donc l'idée c'est de pouvoir penser, anticiper, adapter son business, son activité, ses stratégies, etc. pour que justement ce départ en congé maternité ne soit pas un frein à l'activité. Exactement. Donc voilà, c'est ça, grossesse d'entrepreneuse, c'est comment pouvoir concilier sa maternité, qu'on soit en désir de ou en cours de création de bébé, avec l'entrepreneuriat sans sacrifier ni l'un ni l'autre. Parce qu'en fait, ce qui se passe très souvent pour les femmes qui font des bébés en étant entrepreneuses, c'est que soit elles vont ralentir leur business pour faire de la place pour cette grossesse, soit elles vont essayer de contenir la grossesse en se connectant pas du tout à leur corps, en prenant le congé maternité le plus court possible, en travaillant jusqu'à leur accouchement et en reprenant très rapidement après. Pour essayer d'éviter cet impact économique. Et donc, moi, mon travail, c'est déjà de montrer, d'informer que c'est possible de voir les deux s'épanouir en parallèle et de donner effectivement des clés concrètes pour y arriver. Ouais, alors justement, tu anticipes ma question qui venait, qui était la première question vraiment sur le sujet qui est un peu provoque, parce que j'imagine ta réponse. Mais voilà, partir en congé maternité, c'est beaucoup de stress pour beaucoup de travailleuses indépendantes. Donc la question un peu provoque pour entamer la discussion, c'est est-ce qu'elles ont raison de stresser ou est-ce que ça peut bien se passer? Moi, j'ai envie de dire oui, elles ont raison de stresser et c'est pas forcément une mauvaise chose. Le stress, ça a aussi, voilà, une vertu. Enfin, c'est physiologiquement pour nous préparer à un danger
Et effectivement, la grossesse, c'est un danger pour son activité. Sinon, ce ne serait pas le moment qui creuserait les écarts entre les femmes et les hommes. Le danger, il est réel. Après, bah voilà, toute l'idée, c'est de pouvoir l'anticiper, de le de le considérer à sa juste mesure. Moi, je suis pas là pour dire allez, on serre les dents, on serre les fesses, on y va les filles, ça va bien se passer et on va pas faire les chochottes. Non, non, c'est pas du tout ça mon discours. C'est au contraire de dire bah oui, effectivement, il y a voilà des impacts sur le corps, sur le psychisme. Sur voilà l'énergie, le temps qu'on va pouvoir accorder à son activité. Et si on ne change rien, et si on essaye de faire l'autruche, et ben, malheureusement, la plupart des femmes voient voilà, une perte de revenus qui peut aller, enfin en tout cas qui est mesurée à environ 25% de leurs revenus dans les 5 années qui suivent la naissance d'un bébé. Donc ça, c'est tout confondu, et salariés et entrepreneuses. Malheureusement, en France, on n'a pas de données sur les entrepreneuses en particulier. Mais en tout cas, voilà, on est dans cet ordre de grandeur-là. Ok, donc du coup, c'est ce que je voulais te poser comme question. La conséquence concrète, enfin la conséquence, il y en a plusieurs, mais la plus à craindre, c'est les pertes de revenus après. Donc on pourrait, j'imagine, supposer que pour les travailleuses indépendantes, c'est le fait, bon, bah, d'avoir peut-être moins facturé le temps de la grossesse et du postpartum, et après d'avoir du mal à relancer un peu la machine, d'avoir un peu disparu du marché, c'est ça l'idée? Oui, tout à fait, il y a ça. Et puis, en plus, il y a ce double standard dans la société entre les hommes et les femmes et qui se retrouve dans l'entrepreneuriat. Quand monsieur est entrepreneur, il n'a pas le temps parce qu'il est entrepreneur. Donc, il n'a pas ses soirées parce qu'il est entrepreneur. Il ne prend pas de vacances parce qu'il est entrepreneur. Il ne prend pas de congé paternité parce qu'il est entrepreneur. Il ne peut pas aller chez le pédiatre. Faire le tampon avec la crèche qui est en grève parce qu'il est entrepreneur, vous comprenez bien. Alors que lorsque c'est madame qui est entrepreneuse, madame a le temps puisqu'elle est entrepreneuse, elle est à son compte, elle a son petit business qu'elle fait depuis la maison. Et donc, bah, parce qu'elle est entrepreneuse, elle devient la variable d'ajustement du couple. Donc, c'est elle qui fait les rendez-vous chez le pédiatre, c'est elle qui est voilà, la roue de secours en cas de grève de la crèche ou de pas de mode de garde, parce que c'est ça aussi un des gros enjeux à la naissance d'un enfant, c'est que c'est difficile de trouver un mode de garde et que donc très souvent, les femmes se retrouvent à reprendre le travail en s'occupant de leur bébé en parallèle. Et là, évidemment que c'est compliqué de faire autant de chiffre d'affaires ou plus qu'avant. Oui, j'ai même envie de rajouter sur l'argument féministe que je plus sois bien entendu, que ça marche aussi quand le conjoint est salarié, puisque moi aussi du coup je m'entends ça de oui mais t'inquiète pas quand vous aurez des enfants, bah lui de toute façon il peut pas, il est au boulot, tu vois, de 9h à 17h alors que toi tu peux, hein, bien entendu puisque tu t'amuses C'est comme tu dis, ça, tu fais ton tout petit à fait. business derrière ton ordi, Tout à fait. Mais quand une femme est salariée et que son conjoint est entrepreneur, bien sûr. et bah, elle rentre le soir et lui, il est derrière son ordi. Ah, désolé, j'ai un call client. Tu Mm. vois, et ce truc de la désorganisation masculine, de la réunionite, voilà, enfin, voilà, de cette charge mentale liée au foyer qu'on déverse sur sa conjointe, Mm. soi-disant parce que notre travail, hein, en fait, ça, c'est les salariés, ils le font et les entrepreneurs C'est sûr. aussi. Et c'est juste, voilà, c'est pas le même. Il y a un bout de phrase qui est remplacé, c'est à cause de mon patron, à cause de mes clients. Oui, enfin, en fait, le vrai enjeu, c'est la place qu'on accorde à son travail et l'équilibre qu'on est prêt à trouver par rapport aux tâches liées à voilà, au foyer qui sont démultipliées à l'arrivée des enfants et à l'arrivée de chaque enfant, parce que ça, c'est aussi intéressant. Plus les couples ont des enfants, plus les écarts se creusent. En fait, plus les couples ont des enfants, plus les femmes en font et moins les hommes en font. C'est-à-dire qu'un homme qui a 3 enfants, il passe moins de temps à s'en occuper qu'un homme qui en a un. Mm. Donc, bref, voilà, tout ça pour dire que c'est pas pour taper sur les messieurs, hein, on n'est pas, enfin voilà, mais c'est juste pour dire que on est dans un contexte patriarcal qui va faire que, en tant que femme, même si on est dans un couple plutôt équilibré et égalitaire avant d'avoir des enfants, on peut tomber dans certains pièges qui vont nous empêcher de gagner autant bien notre vie qu'avant.
Voilà. Bien sûr, non, non, mais tu es ici dans un espace de féministe et de gauchiste, donc tu peux sans problème dénoncer Dénoncer la... ce qu'il y a à dénoncer. Voilà. Et notamment, mais comme tu viens de le dire, de dénoncer la dimension structurelle du patriarcat qui de fait s'impose même dans le couple hétéro qui a fait de son mieux pour discuter, pour répartir, pour faire, je sais pas moi, des plannings, des emplois du temps, etc. Eh bien, il y a de toute façon des pressions structurelles qui font que effectivement les écarts vont se creuser. Est-ce que quand même, quand on est travailleuse indépendante, on a le droit à des aides, à des prestations sociales, ou est-ce que, parce que des fois on entend ça, genre, bah oui, t'es indépendante, t'auras le droit à rien. Mais je sais que c'est pas vrai parce que j'ai suivi ta formation, ton calendrier. Oui, tout à fait. Non, mais tu fais bien de poser la question parce qu'en fait, oui, on a le droit à un congé maternité et à plein d'autres prestations d'ailleurs lorsqu'on est indépendante. Et parfois, on pense ne pas y avoir droit parce que comme on n'a pas de congé payé, si tu veux, quand on est à notre compte, c'est vrai que congé maternité, on se dit que c'est un peu dans la même catégorie et en fait, non, pas du tout. Ça a été créé pour justement prévenir de certains risques psychosociaux très importants autour de l'entrée dans la maternité. Et donc, heureusement, les femmes entrepreneuses ont droit à un congé maternité qui est de la même durée que celui des salariés, qui a même voilà, des montants assez similaires. Par contre, il faut y penser et puis faire les démarches pour le demander. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Et donc, tout le monde n'a pas droit à un congé payé. Donc, si vous voyez passer des témoignages sur LinkedIn ou autre part de femmes qui disent, bah, moi, comme j'étais entrepreneuse, j'ai pas eu droit à, c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas fait les démarches. Un autre type de témoignage qu'on peut voir, ce sont des femmes qui ont eu des indemnités journalières très faibles et là, ça vient du fait que parfois, si on n'a pas cotisé du tout, par exemple, j'ai une première grossesse, je ne trouve pas de mode de garde, je m'arrête totalement de travailler, allez, je lance ma boîte, je fais un deuxième bébé. Ah bah zut, en fait, il y a cette période voilà, de non-cotisation qui va impacter le congé maternité suivant. Donc, d'où l'autre raison de ne pas devenir la variable d'ajustement de son couple, parce que très souvent, en fait, dans 95% des cas, lorsque un des deux parents doit renoncer à son travail pour s'occuper de son enfant, c'est la maman qui le fait, sans se rendre compte que en fait, ça va impacter ses indemnités maternité future, mais aussi chômage, la retraite, etc., etc. Donc c'est ça aussi qui creuse les écarts femmes-hommes. Donc voilà, parfois on a oui, des exceptions qui ont très peu d'indemnités. Je dis exception parce qu'en fait, les règles ont quand même pas mal évolué en 2019 et en 2022 notamment. Depuis 2022, on peut prendre en compte ces anciens statuts dans le calcul de ces indemnités maternité. Donc, si on est entrepreneuse depuis pas très longtemps, mais qu'avant on était salarié ou au chômage et que donc on a cotisé, on aura le droit à ses pleins droits, ce qui n'était pas le cas avant 2022, donc il y avait beaucoup plus de témoignages dans Hmm. ce sens-là avant. Hmm. Donc voilà, c'est rassurant pour celles qui écoutent et qui seraient en projet bébé ou enceinte. Oui, oui, vous avez le droit à des indemnités de congés maternité, de congés pathologiques, de primes de naissance. Enfin, il y a plein d'aides, parfois qui dépendent aussi de la situation financière de la famille. Mais en tout cas, pour ce qui est du congé maternité, qu'on soit salarié ou entrepreneur, on y a droit. Hmm. Donc, ce qui est important à avoir, je précise que les micro-entrepreneuses aussi, parce que des fois on me dit oui, mais parce que c'est des sociétés, mais micro-entrepreneurs, mais vous êtes concernés aussi. On peut aller faire une simulation sur le site de l'assurance maladie. Amélie, tout Voilà. à fait. En fait, le seul profil qui ne va pas avoir droit, pour quand même être entièrement transparente, qui ne va pas avoir droit à des indemnités de congé maternité, ce sont les présidentes de SAS, SASU ou autres, non salariées. C'est-à-dire Hmm. quand on crée une boîte de manière et qu'on se fait conseiller par un avocat pour vraiment optimiser la fiscalité au maximum et payer le moins de cotisations sociales possible, on peut parfois être conseillé à ne pas se salarier finalement de son activité, de son entreprise, d'être présidente non salariée et de se payer uniquement avec des dividendes, c'est-à-dire pas de salaire et donc pas de cotisation sociale. Mais qui dit pas de cotisation sociale, dit pas de congé maternité, mais pas de retraite non plus et pas de tout le reste. Donc voilà,
à quand même avoir en tête. Mais la majorité des femmes sont de toute façon en entreprise individuelle et évidemment, elles sont tout à fait concernées par le congé maternité. Pas de souci de ce côté-là. Mm. Et donc ça veut dire que j'ai cette première grossesse et je décide d'avoir, dans la mesure du possible, adapté mon entreprise, etc. parce que je veux prendre un postpartum plus long. Je Mhm. peux m'arrêter, j'en sais rien moi, 6 mois postpartum, donc après l'accouchement, ou même 9 mois, peut-être même un an, bon, admettons. Donc pendant un an, je décide que je ne facture pas avec mon entreprise, je m'occupe de bébé parce que j'avais mis de la trésorerie de côté, par exemple, quelque chose comme ça. Donc du coup, ça implique que c'est une année, effectivement, où il y aura pas enfin, je vais pas facturer, donc je vais payer moins d'URSSAF, donc je vais peut-être moins cotiser, ou pas cotiser du tout pour les micro-entrepreneuses qui auront pas déclaré d'URSSAF, donc pas de cotisation, donc ne vont pas voilà avoir cotisé. Et donc s'il y a une grossesse qui suit, pour le coup, là, je risque d'être enquiquinée sur mon congé maternité du second enfant. Oui, c'est ça. Donc ça vaut le coup de l'avoir en tête. Bon, en fait, la question que je posais derrière pour celles qui pouvaient peut-être, en nous écoutant, y penser, c'est que avoir anticipé, d'avoir mis de la trésor de côté, c'est sûrement une bonne idée, j'imagine, mais c'est pas suffisant parce que par contre, ça peut vous enquiquiner pour les postpartum suivants, quoi. Oui, 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 c'est ça. Trésorerie de côté ou ah bah c'est bon, mon conjoint est d'accord pour contribuer à 100% sur le compte commun et du coup m'alléger de cette pression financière momentanée et pendant que voilà lui bah, continue sa carrière, moi je m'arrête et voilà on trouve notre équilibre comme ça. Ok, mais attention, l'équilibre à court terme peut-être qui vous convient, mais mettez bien sur la table aussi les répercussions à moyen et long terme et je parle même pas là de la séparation, etc. Mais voilà, c'est à prendre en compte dans le deal global. Et éventuellement, du coup, ça peut être un choix, hein, c'est quelque chose à discuter en couple, mais à ce moment-là, il faut que le conjoint soit OK pour financer la suite aussi, quoi, et les Hmm. cotisations qu'on n'a pas pu, du coup, mettre de côté, ou l'épargne qu'on n'a pas pu épargner. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de piocher dans son épargne perso pour voilà, continuer à contribuer au compte commun pendant cette période où nous, on est challengés et que l'autre ne l'est pas. Ouais. Voilà, justement, pour qu'on rentre un peu dans la partie, on va dire, business, comment est-ce qu'on peut adapter son activité, etc. Parfois, on a tout pensé, on a tout prévu, on a tout anticipé, voilà. Mais, comme tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, bah, on a peut-être pensé à tout, on a mis de la trésor de côté, on s'est arrangé avec son conjoint, sa conjointe, mais on a peur d'avoir disparu quand on revient. Comment est-ce qu'on peut anticiper cette thématique de, bah, j'ai peut-être mis des sous de côté, mais autant quand je reviens, je suis plus personne, quoi. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, en fait, bon, si on prend un congé maternité pour un premier ou deuxième enfant, typiquement, c'est 4 mois. En fait, 4 mois dans notre vie à nous et à l'échelle de notre business, ça peut paraître très long, mais dans la vie des autres gens, 4 mois, voilà, ça passe comme ça et on va pas forcément avoir autant de répercussions que ce que nous, on s'imagine. Ceci étant dit, effectivement, reprendre son activité après un congé maternité, quand on est encore quand même dans le dur du postpartum, faut le dire, souvent les nuits sont hyper hachées, le corps est pas encore tout à fait remis, le cerveau, j'en parle pas. Donc, quelque part, c'est un redémarrage en côte. Donc, ce redémarrage en côte, est-ce qu'on veut le passer à faire de la prospection et à trouver de nouveaux clients, à repartir à zéro, enfin avec le carnet de commandes vide et éventuellement aussi la trésorerie dans le rouge? Ou est-ce que on va mettre toutes les chances de son côté pour faire en sorte que ce retour soit le plus voilà, agréable possible et le moins challengeant possible, avec donc une trésorerie qui ne soit pas dans le rouge, un, et deux, moi ce que je conseille en fait, ça va être d'automatiser et ou de déléguer une forme de communication. Alors pas forcément la communication au rythme auquel on a été habitué, mais d'avoir préprogrammé des newsletters, des articles de blog, des épisodes de podcast, des posts sur les réseaux sociaux, quels que soient finalement les moyens dont on a à sa disposition pour communiquer, de faire en sorte qu'il y ait un roulement qui se fasse en notre absence. Encore une fois, on décide d'automatiser, de déléguer ou un petit peu des deux, pour qu'effectivement, voilà, il n'y ait pas cette chute et dans l'algorithme et dans la tête des gens, avec même, pourquoi pas, la mise en place d'une liste d'attente. Donc, si on vous
contact pendant votre congé maternité, qu'il y ait un message, là encore une fois, soit automatique, soit délégué, qui dise bah, je ne suis pas disponible en ce moment, vous n'avez même pas besoin de dire que vous êtes en congé maternité si c'est votre choix. Cependant, je reviens à partir de temps, donc soit vous m'attendez, soit si vous voulez, je peux vous conseiller tel ou tel autre confrère, consoeur. Vous pouvez aller contacter de ma part, voici les coordonnées. Et dites-leur bien que vous venez de ma part, ils vous feront passer en priorité. Et ça permet éventuellement d'avoir même une rétrocession des partenaires en question. Donc, il y a plein de petites choses à penser comme ça, à mettre en place qui vont faire en sorte que, bah, voilà, quand on revient après son congé maternité, on n'est pas voilà, au niveau zéro, comme si on repartait de néant par rapport au business qu'on a construit pendant quelques mois, quelques années avant ce congé. Alors, c'est quoi pour toi le truc, d'un point de vue business, hein, qu'il faut absolument avoir pensé ou avoir fait? Il faut pas passer à côté de ce truc-là. En fait, moi, je dirais la chose, c'est de ne pas uniquement se focaliser sur les indemnités de congé maternité, la partie administrative, parce qu'en fait, ça, c'est une pièce du puzzle, mais c'est bien loin de tout ce qu'il y a à penser et à faire quand on est chef d'entreprise et qu'on décide d'être enceinte et de prendre un congé maternité. En fait, tout à l'heure, j'étais assez rassurante en disant, bah oui, bien sûr, il y a un congé maternité, la durée est la même, la rémunération est quasi équivalente aux salariés. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que donc ces indemnités, elles ont été réfléchies et pensées en miroir de celles des salariés. On s'est dit, bon, on va donner les mêmes droits aux indépendantes, et chefs d'entreprise qu'aux salariés. Seulement, l'impact quand on est chef d'entreprise, il est très différent de quand on est salarié. Quand on est salarié, on travaille, on travaille, on travaille. Paf, un beau jour, pouf, on prend son congé maternité, on est indemnisé. Et un beau jour, pouf, on reprend et hop, il y a le salaire qui redémarre. Quand on est entrepreneuse, on va avoir en fait une chute de son chiffre d'affaires bien en amont du congé maternité, parce qu'on ne va pas signer un client pour 6 mois à la veille de son départ. Donc, en fonction des modèles économiques, pendant quelques semaines, voire quelques mois avant le congé maternité, on ne va pas pouvoir facturer comme avant. Et puis, on en parlait tout à l'heure, la reprise, c'est redémarrage en côte. Donc, voilà, ça prend un certain temps avant de retrouver un niveau habituel. Et donc, en fonction de la maturité du business, du modèle économique et de plein d'autres facteurs, euh, prendre 4 mois de congé maternité, ça veut dire 6, 9 mois, voire un an de creux dans son activité. Et ça, donc, effectivement, on a 4 mois qui sont indemnisés. C'est super, on est content, on a des droits, mais il va falloir compenser tout le reste. Et donc, ne pas focaliser et être obnubilé par mes droits, mes indemnités, parce que finalement, c'est loin d'être la seule dimension à prendre en compte. Et peut-être, voilà, pour finir sur cette question et sur les droits, en fait, on a les mêmes droits en termes de congé maternité, mais on n'est pas du tout protégé par le droit du travail comme le sont les salariés. Une salariée qui tombe enceinte, à partir du moment où elle annonce sa grossesse, elle ne peut pas être licenciée. Et il y a une période aussi après sa reprise où elle ne peut pas être remerciée ni être mise au placard. Bon, ça, c'est en théorie en tout cas. Sinon, c'est les prud'hommes. Quand on est indépendante et qu'on annonce sa grossesse ou qu'on partage être en projet bébé ou bref, voilà, quand on partage la nouvelle, bah, les clients, ils peuvent partir, les prospects, ils peuvent aller à la concurrence, les investisseurs, ils peuvent finalement se rétracter, les membres d'équipe chercher du travail ailleurs. Moi, j'ai déjà eu un témoignage comme ça dans mon podcast grossesse d'entrepreneuse d'une gérante de boutique de robes de mariée, pardon, qui expliquait que quand ses collaboratrices ont découvert sa grossesse, elles se sont toutes mises à paniquer pour l'avenir du business et elles sont allées postuler ailleurs. Et elle qui comptait en fait sur son équipe en se disant bah, elles sont autonomes, elles gèrent super bien, je vais pouvoir voilà, me reposer, elles pourront gérer à mon absence. Ben, en fait, elles sont toutes parties, elles s'est retrouvée à devoir mettre la clé sous la porte. Donc,
voilà, c'est important d'avoir en tête que on n'est pas du tout autant protégé que le sont les salariés. Donc, il faut faire attention et puis voilà, bien anticiper tous ces risques-là. Et de ton expérience à toi, parce que donc tu l'as évoqué au début, tu as eu deux grossesses assez différentes l'une de l'autre. Et dans ton expérience à toi, c'est quoi le truc que tu as fait ou pensé que maintenant ou peut-être les trucs parce que peut-être que du coup c'est différent d'une grossesse à l'autre, hein, mais que maintenant a posteriori tu te remercies de l'avoir fait ou d'y avoir pensé. Bah, c'est vraiment l'aspect délégué, même dans un moment où les finances sont compliquées. Parce qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, pour revenir un petit peu plus sur mon histoire, c'est que j'ai eu une grossesse pathologique. Donc, j'ai été atteinte d'hyperémèse gravidique. C'est une pathologie voilà, liée à la grossesse qui m'a beaucoup handicapée. J'ai été hospitalisée à plusieurs reprises, alitée les trois quarts de ma grossesse, etc. Donc, j'ai pas du tout pu bosser comme j'aurais voulu. Mais j'avais déjà quelques membres d'équipe. Alors, c'était des personnes, des freelances hein, qui m'assistaient sur certaines tâches, pas du tout à plein temps. Mais plutôt que de me dire, ouh là là, je peux plus prendre de nouveaux clients, bon, bah voilà, je renvoie tout le monde et puis j'essaye de préserver les choses tant bien que mal. Je me suis dit, bon, il faut que je m'appuie d'autant plus sur eux. Donc, j'ai réduit, moi, ma rémunération personnelle pour pouvoir maintenir leur poste et continuer à les payer même pendant mon congé maternité. Ce qui m'a permis, en fait, quand j'ai repris, bah, de faire mon débarrage en côte avec le carnet de commandes plein. Et le mois qui a suivi ma reprise de grossesse, parce que le premier mois, j'ai repris à mi-temps uniquement les clientes qui avaient patienté pendant mon congé mat. Et le mois suivant, j'ai repris du coup des prospects, dont certaines m'attendaient depuis 6 mois. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elles m'attendent, enfin, qu'il y ait des personnes qui soient OK pour attendre autant. Mais du coup, les appels découvertes se sont hyper bien passés parce que tout le monde était là. Ah non, mais moi j'ai déjà pris la décision dans ma tête, c'est OK, je signe, etc. Et j'ai eu un mois, j'ai fait un record de chiffre d'affaires, plus de 17 000 euros hors taxe, ce qui m'était jamais arrivé bah, avant. Je crois que le maximum c'était 10 ou 12 avant ma grossesse. Donc j'ai ouais, explosé tous les compteurs. Et heureusement, parce que ça m'a remis ma trésorerie dans le vert parce qu'elle avait été vachement impactée par la grossesse. Donc, je partage ça parce que parfois on se dit oui, mais bon, déléguer, j'ai pas les moyens, etc. Mais est-ce que tu as les moyens de pas déléguer en fait? C'est ça la vraie question. Sachant que à l'époque, donc en 2019, il y avait peut-être aussi un peu moins d'outils d'automatisation qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà, je payais des gens pour faire des choses que moi je pouvais pas faire, mais ça m'a vraiment, ça a été un investissement en fait. Ça a été certes une dépense à la base, mais qui a payé par la suite et qui m'a permis vraiment de sauver mon activité. Et du coup, pour les deux grossesses, c'est le truc que tu gardes d'avoir bien La fait. deuxième grossesse, c'était très différent parce qu'en fait, j'avais décidé de pivoter et donc de remercier toute mon équipe, de profiter de la grossesse pour dire ah, désolée, je suis enceinte et je sais pas trop quand est-ce que je reprendrai, si je reprendrai. Je savais pas encore exactement ce que j'allais faire. Je savais que j'étais arrivée à la fin d'un cycle avec Creators for Good, donc mon activité de consulting précédente. Et donc, j'en ai profité bah, pour arrêter de prendre de nouveaux clients. Donc, je finissais tous les projets en cours. Et puis, au fur et à mesure, bah, d'arrêter les contrats avec les différents membres de mon équipe pour avoir de la place et plus voilà, pouvoir mieux manœuvrer aussi ce tournant dans mon activité. Et alors, du coup, la question miroir de celle que je t'ai posée il y a quelques minutes, c'est quoi le truc business qui obsède beaucoup d'indépendantes avec lesquelles tu travailles, alors que finalement, elles sont un peu obsédées par ça, mais ça vaudrait pas le coup de s'obséder avec ça. Ce qui me vient, c'est l'offre passive. En fait, très souvent, on se dit, bah tiens, je pourrais plus travailler et je vais devoir m'arrêter pendant le congé mat. Donc, comment faire pour générer des revenus sans travailler? Le première idée qui vient, c'est l'offre passive. Euh, Après, bon, ça va dépendre vraiment du type d'activité, du niveau de maturité, etc. Mais si on n'a jamais fait d'offre passive, c'est pas au moment de la grossesse qu'il faut s'y mettre. Parce que avant que quelque chose fonctionne et fonctionne bien, il va falloir itérer pendant un certain temps
Et l'offre a beau être, entre guillemets, passive en tant que telle, le marketing, donc le fait de vendre cette offre, et ça n'a rien de passif. Et même si ça s'automatise ou que ça se délègue au bout d'un certain temps, c'est pas dans la première année qu'on va être en mode evergreen tout de suite. Je pense que voilà, il y a un peu je sais pas, c'est pas une illusion, mais oui, une idéalisation, on va dire, de ces offres passives, parce que bah, très souvent, en fait, pour être totalement pragmatique, pour pouvoir vendre quelque chose sans interaction, il faut que ce produit en ligne puisse être à un tarif relativement bas. En général, on va dire en dessous de 100 euros. Or, enfin, pour faire du chiffre d'affaires avec quelque chose qu'on vend moins de 100 euros, il va falloir le vendre plusieurs dizaines, centaines de fois. Et donc, ça va demander un volume de visibilité très important. Et souvent, les premières années dans son activité, on va plutôt préférer avoir moins de clients mais qui payent plus cher parce que ça va aller plus vite finalement pour générer un chiffre d'affaires suffisant que de chercher à avoir beaucoup de clients qui payent pas beaucoup. Donc voilà, je dirais que c'est ça, même si, encore une fois, dans certains cas, si on a déjà fait des offres passives et qu'il y a une certaine maturité finalement qui est déjà atteinte et qu'on a une liste d'emails de, je sais pas, 5, 10, 15 000 personnes, une présence sur les réseaux sociaux importante, des relais médias, des partenaires qui peuvent prendre notre relais en notre absence, pourquoi pas? Mais il y a tellement peu en fait d'entrepreneuses qui cochent toutes ces cases que je dirais que c'est pas tout pour tout le monde. Voilà. Ok. Alors, tu nous as donné déjà plein de conseils au fur et à mesure de ces questions. Je te propose qu'on essaie d'extraire the conseil pour les 5 trimestres. Alors, pour celles et ceux Yes. qui nous écoutent, j'ai quelques souvenirs de la fac de bio, donc je sais qu'une grossesse, c'est 3 trimestres. Mais on va compter un trimestre avant et un trimestre après. Donc le trimestre 0, qui vient pas de moi, qui vient de Solène, hein, puisque j'ai suivi, elle vous en parlera à la fin, son calendrier euh, De pour l'avant-bébé. de l'avant-bébé, pour se préparer pour celles qui sont déjà anticipées, pour les obsessionnels comme moi, qui essayent d'anticiper toutes les situations. Donc ce T0, donc avant le T1 premier trimestre, T2 deuxième trimestre, T3 troisième trimestre, et ensuite on a un trimestre postpartum, donc après accouchement. Alors la première question du coup, ça serait quoi the conseil pour le trimestre 0, donc pour celles qui sont au projet bébé ou qui sont pas encore enceintes ou qui, bon bref, Ouais, ouais, avant. ouais. Bah, je dirais en fait, plutôt que de se dire, bah, on verra bien quand je suis enceinte ou si je tombe enceinte, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont pas certaines de pouvoir concrétiser ce projet bébé. Je dirais, c'est de vraiment profiter de cette période pour se préparer, exactement comme tu l'as fait. Même si, oui, ça peut paraître un peu prématuré, finalement, tout ce qu'on va faire avant la grossesse, même juste pour voilà, se préparer psychologiquement, bien voir les étapes et voilà, un petit peu s'apaiser en fait dans ces angoisses qu'on peut avoir par rapport à cette période charnière de sa vie et de femme et d'entrepreneuse. Tout ce qu'on va faire avant, bah, ça va vraiment aider par la suite. Donc, pas, voilà, pour le trimestre 0, c'est pas repousser en disant, non, bah, de toute façon, tant que je suis pas enceinte, je sais pas, on verra, je peux rien faire. Si, il y a plein de choses à faire. Moi, parenthèse, parce que c'est la partie sur laquelle je peux parler de ton programme, enfin, je veux dire, dans le rapport que moi j'y ai eu, c'était justement, je me suis faite alpaguer par le marketing de Solène. Parce que quand j'ai reçu ton mail, tu venais juste de le sortir, là, c'était en décembre 2024. 4, ouais. Et donc au début, j'ai un peu ce rapport-là, quoi, de me dire, bon, en même temps, c'est pas vraiment d'actualité, je vais peut-être pas me mettre là-dedans, machin. Et en fait, franchement, si vous avez le temps et la disponibilité, bon, financière, c'est vraiment très accessible, mais bon, ou psychique, ou temporelle, ou que sais-je, de le faire, franchement, faites-le, parce que comme tu viens de dire, je trouve, en tout cas mon expérience, c'est que bon, effectivement, ça permet de déblayer, d'anticiper des choses, tu vas faire ta petite simulation, tu vois aussi concrètement à quoi tu peux t'attendre, où est-ce que tu fous les pieds. Je trouvais que psychiquement, ça permet de préparer des choses, ça permet d'évacuer du stress, où finalement tu dis, ouais, bon, ça, je l'ai peut-être un peu surestimé, de montrer à l'inverse là où tu es en mode, bon, ça, par contre, il faudrait peut-être que je m'en occupe. Et puis, du coup, ça permet, enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir plein de discussions aussi, avec monsieur, et donc ça permet
d'anticiper aussi, tu vois, les discussions, de dire, bah, tu sais, peut-être si je m'arrête, je vais être en kikiné pour un deuxième, comment est-ce qu'on peut s'arranger? Quand j'ai fait la simulation congé mater sur Amélie, il y avait la simulation congé pater aussi. Du coup, il a pu la faire aussi. Donc, enfin, tu vois, je trouve que ça permet de préparer plein de choses. Donc, je faisais un petit retour de... L'expérience, bah oui, carrément. Merci. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui vont être rassurées comme ça par le fait de bien s'informer euh, pour être en contrôle finalement et plutôt que de laisser voilà, tout gérer dans l'urgence à la dernière minute. Bon, bah voilà, on va désamorcer la chose. Après, il y a d'autres femmes qui ont un fonctionnement beaucoup plus spontané et voilà, qui avancent au fil de l'eau et qui vont, au contraire, que ça va faire stresser de trop se Oui, préparer en amont. Et c'est OK aussi. Enfin, voilà, moi, je fonctionne exactement comme toi et c'est pour ça que j'ai créé des programmes qui s'adressent, voilà, qui sont plutôt dans cette optique de préparation. Mais ouais. c'est, voilà, à chacun de voir si ça lui correspond ou pas. En plus, petit aspect féministe, ça permet d'impliquer, pour celles qui nous écoutent et qui sont en couple, et là-dedans, celles qui sont dans des couples hétéros, ça permet d'impliquer aussi ces messieurs qui peuvent écouter les audios avec vous ou lire les notes avec Et vous. même en couple homoparental, moi j'ai une cliente qui est en parcours PMA avec sa conjointe et on a fait en fait une masterclass couple avec une médiatrice de couple qui est venue raconter voilà ce qu'elle voit dans son cabinet au moment de l'entrée dans la parentalité et ce qu'il faut avoir en tête, etc. Alors oui, il y a un côté très voilà, impact du patriarcat, donc couple homoparental et pardon hétérosexuel. Mais ce qu'elle disait, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que finalement, ces schémas vont se retrouver aussi dans les couples homoparentaux et ça peut tout à fait être intéressant et peut-être que ces couples-là sont d'autant plus ouverts à mettre tout sur la table et à bien discuter de qui va s'impliquer comment et la personne du couple qui va porter l'enfant, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir compenser pour faire en sorte que l'équilibre qu'on a trouvé jusque-là soit pas totalement déséquilibré. Carrément. Du coup, est-ce que tu as un conseil plus qu'un autre à donner du coup pour le premier trimestre de grossesse? Ouais. Alors, le premier trimestre de la grossesse, la plupart des femmes sont, on va le dire clairement, au bout de leur vie. C'est-à-dire qu'il y a un cocktail hormonal qui fait que ça peut être très difficile à vivre. Et je parle même pas de l'angoisse de la fausse couche et voilà, de toute cette transformation aussi psychique qui démarre dès que la grossesse démarre. Et donc, là, je dirais, en fait, plutôt que d'essayer d'étouffer cette grossesse et de lui en vouloir et de vouloir à tout prix faire son activité comme avant, bah en fait, c'est vraiment s'autoriser à être en mode minimum syndical euh, s'autoriser à ralentir en fait et à vouloir à accueillir son corps et tout ce qui traverse et ça change rien au fait d'avoir une fausse couche ou pas hein, que je le dis très clairement parce que c'est important aussi de déculpabiliser par rapport à ça. Vous pouvez courir partout et pas faire de fausse couche et rester alité 3 mois et avoir une fausse couche quand même. Mais je trouve ça important, en fait, quand on est justement de profiter d'être à son compte pour être le meilleur patron possible pour soi-même et vraiment de s'autoriser à écouter son corps. Si on a besoin de faire la sieste, eh ben on fait la sieste. Il y a 84% des femmes enceintes qui font la sieste, qui ressentent ce besoin au premier trimestre parce qu'il y a la progestérone, donc c'est une des hormones qui monte en pic, qui cause de la narcolepsie. Donc il y a un truc, c'est le corps, quoi, c'est tout. Donc on discute pas et voilà, on l'écoute et ça se passe en général beaucoup mieux quand on est comme ça dans cette acceptation plutôt que dans la lutte. Oui, c'est d'ailleurs pour le coup, quand on disait au début les avantages que peuvent avoir nos collègues salariés, notamment en termes de protection du droit du travail, etc. Peut-être un avantage que nous avons la plupart du temps, pas toutes les indépendantes, mais la plupart du temps comparé à nos collègues salariés, c'est de pouvoir peut-être déplacer les rendez-vous, euh, commencer l'après-midi plus tard. Exactement, ouais, 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 tout à fait. Tu fais bien de le souligner, parce que voilà, je trouve que c'est hyper compatible en fait, la grossesse et l'entrepreneuriat, et ça fait partie, voilà, des éléments qui font que c'est hyper compatible.
Oui, c'est vraiment un truc. Moi, enfin, je fais une parenthèse, mais parce qu'en plus, je pense à une amie là, qui est enceinte, côté salarié, mais peu importe. Et où on discutait la dernière fois, parce qu'elle a vécu du harcèlement au travail à cause de ça, elle est infirmière, et de subir le harcèlement des collègues femmes, parce que la misogynie intériorisée, hein, c'est terrible. Mais qui reflète aussi, si tu veux, une question de domination au travail et de conditions de travail à l'hôpital public qui sont évidemment épouvantables et que donc en fait, elles lui en veulent de tu es enceinte et donc du coup, il y a des choses que tu peux plus faire, il y a des manips qui te sont interdites et donc tu nous fous tout dans la merde, etc. Même si probablement le fond du sujet n'est pas tu es enceinte, mais plutôt on est 4 infirmières, on devrait être 18, on est tout à bout de nerfs. Enfin bon bref. Et donc on discutait de ça sur le fait que dans les questions patriarcales, j'ai la sensation, mais tu le sais mieux que moi puisque toi tu es maman, que quand tu tournes autour des sujets de la maternité, il y a un endroit où tu culmines l'enfer du patriarcat. Il y a jamais rien qui va. Genre, tu as pas d'enfants, c'est pas normal, c'est pas bien. Tu en as, mais tu en as pas assez. Tu en as trop. Tu allaites pas. Tu travailles pas. Tu te reposes quand même. Franchement, t'as pas honte. Puis tu vas travailler, on va dire, bah, faudra pas t'étonner. Mais si, y a un problème avec cet enfant, tu fais que travailler. Mm. Le patriarcat te Mm. met dans une situation où n'as pas raison quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, tout à fait. Et que peut-être, je sais pas, ça, peut-être est-ce que ça pèse plus, enfin plus, ça pèse tout le temps. Maman, pas maman d'ailleurs, mais peut-être un peu plus au premier trimestre parce que, comme tu disais, peut-être qu'il y a cette peur de la fausse couche, la culpabilité, le fait d'appréhender un petit peu cette nouvelle grossesse. Oui, bah en fait, on va dire que un des impacts du patriarcat, ça va être d'invisibiliser les difficultés liées à la maternité en général et au premier trimestre aussi. Il y a d'ailleurs, c'est un essai de Judith Ackien qui s'appelle Trois mois sous silence, qui est vraiment voilà, hyper bien fait pour exprimer avec beaucoup de lucidité tout ce qui se joue en fait dans ce premier trimestre de grossesse. Euh, Parce que en fait, on va imposer aux femmes de ne pas dire qu'elles sont enceintes lors du premier trimestre. Or, pour beaucoup, le premier trimestre, c'est le plus difficile à vivre. Et ça, on s'y attend du coup pas forcément quand on tombe enceinte, parce que comme autour de nous, toutes les femmes ont essayé de faire comme si il n'y avait rien, et ben on peut tomber de très haut parce qu'on s'imagine que ça va être dur d'être enceinte quand on aura un énorme bide qui pèse sur les lombaires ou quand on va devoir accoucher ou être en postpartum et allaiter. Mais en fait, le premier trimestre, ça peut être le trimestre le plus difficile à vivre de tous. Et ça, voilà, à cause du patriarcat voilà, qui a cette injonction à ne pas dire qu'on est enceinte au début, parce qu'il y a aussi le tabou autour de la mort, le tabou autour des fausses couches. C'est soi-disant pour protéger les femmes de on va pas dire qu'on est enceinte, comme ça, si on a une fausse couche, on n'aura pas besoin de le dire. Sauf qu'en fait, bah, si on fait une fausse couche, moi j'ai fait une fausse couche entre mes deux grossesses, bah, j'ai eu besoin d'en parler. Je l'ai dit à mes membres d'équipe, j'en ai parlé aussi un peu plus tard à mes clientes, parce que je voulais pas forcément qu'elles sachent que j'étais en projet bébé, euh, et à mes prospects. Mais bref, voilà, j'en ai parlé à ma mère, à ma belle-sœur. J'ai eu besoin, en fait, de me sentir reliée à d'autres femmes pour traverser cette épreuve. Et je pense que c'est important, voilà, ça fait partie des tabous qui sont en train d'être levés là depuis ces dernières années. Et je pense que c'est important, en tout cas, de ne pas s'imposer, parce que ça aussi, j'ai eu des témoignages dans mon podcast de femmes qui s'imposent de ne pas partager le fait qu'elles sont enceintes les 3 premiers mois parce qu'il y a cette règle, on ne sait pas d'où elle, qui a sorti de ça de son chapeau. Certainement pas une femme ouais, qui a mal vu. Enfin bon, bref. Euh, et qui du coup n'a pas eu le soutien qu'elle aurait dû ou pu avoir. Donc voilà, si on sent qu'on a besoin de soutien, que ce soit psychologique ou physique, ou logistique, voilà, pas hésiter voilà, à faire fi de cette règle sortie de nulle part. Très bien. Je voulais qu'on se touche deux mots de Yes, ça euh, t'a bien fait. cette pression de ne pas en parler, donc parfait. Quel serait ton conseil pour le second trimestre? Le second trimestre, c'est en règle générale, là aussi, on va suivre la physiologie de la grossesse, comme pour la plupart des conseils que je donne, parce que forcément, voilà, c'est des conseils un peu génériques. Il va falloir voir comment chacune vit chaque trimestre.
Mais le deuxième trimestre de la grossesse, c'est souvent le trimestre dans lequel on va avoir le plus d'énergie. La progestérone fait moins cet effet narcolepsie. On arrête d'avoir besoin de faire la sieste ou de s'endormir un peu partout. Et on va du coup pouvoir en profiter pour booster ses ventes et vraiment faire le plein côté trésorerie. Moi, c'est ce que je conseille et ce que j'accompagne mes clientes à faire pendant le deuxième trimestre. Et ça peut prendre plein de formes, mais quelque chose de très concret que je peux partager là en quelques minutes, ça va être finalement de créer une opération promotionnelle qui va donner envie à plus de monde que d'habitude d'acheter nos produits, nos services. Pourquoi pas utiliser l'annonce de la grossesse pour dire, ben, en plus, voilà, je vais prendre mon congé maternité dans quelques mois, donc attention, dernière chance pour pouvoir voilà, profiter de cette offre exceptionnelle. Et ça, on sait que ça booste les ventes, hein, c'est pour ça que je le conseille. Parce que du coup, ça va permettre de capitaliser finalement sur ce trimestre-là pour booster ses ventes. Et c'est bien de l'avoir en tête parce que du coup, au premier trimestre, on va d'autant plus s'autoriser à ralentir qu'on sait que on va avoir un regain d'énergie au deuxième trimestre qui va, voilà, pourquoi pas être l'occasion de faire cette opération promotionnelle et de renflouer les caisses au max du max pour pouvoir ensuite s'arrêter. Alors oui, on aura droit à des indemnités, mais elles ne sont pas forcément à la hauteur de la baisse de chiffre d'affaires dont on parlait tout à l'heure, et elles peuvent aussi parfois avoir du retard. Le maximum que j'ai eu en témoignage, c'est 7 mois de retard. 7 mois donc après la naissance. Autant te dire que le bébé était gardé, la maman avait repris son activité depuis un certain temps, lorsque les indemnités sont magiquement apparues sur son compte en banque. Enfin, magiquement, après moult démarches, coups de fil, déplacements en physique, voir le conseiller, machin truc, hein. Donc, c'est une énorme charge administrative, une énorme charge mentale, une énorme pression financière que de ne pas recevoir ces indemnités. Donc, si on peut avoir l'opportunité de créer une trésorerie d'avance, même si on ne sait pas encore à quoi elle servira, c'est toujours bien. Oui, ça permet d'être un peu plus en santé mentale. Exactement. Ok, quel est ton conseil pour le troisième et dernier trimestre de grossesse? Alors, le troisième trimestre de grossesse, celui-là, il peut à nouveau être assez fatigant. En fait, pendant la grossesse, notre volume sanguin va doubler pour pouvoir affluer vers le placenta, le bébé. Et donc, parce qu'on a 2 fois plus de sang que d'habitude, et ça c'est graduel hein, tout au long de la grossesse, mais du coup notamment c'est très vrai au troisième trimestre, le cœur il bat beaucoup plus vite, les poumons aussi, la respiration s'accélère, etc. Donc ça va être beaucoup plus difficile. Par exemple, j'aurais pas pu faire cette interview au troisième trimestre, tu vois, parce que je parle, mais c'est pas, voilà, c'est pas tout à fait compatible avec la fin de grossesse. Donc, on va se sentir essoufflé, on peut avoir voilà, plein d'autres problèmes liés à cette augmentation du volume sanguin et ou aux hormones et ou à plein d'autres trucs qui peuvent se passer physiquement, voilà, qui peuvent vraiment endurer le corps. Et donc, l'idée, ça va être, maintenant qu'on a les caisses pleines, grâce à notre super opération promotionnelle du deuxième trimestre, ça va être plutôt de se consacrer à la préparation du congé maternité. Qu'est-ce que j'automatise? Qu'est-ce que je délègue pour faire en sorte que je ne reprenne pas mon démarrage en côte voilà, dans le néant? Et plutôt, voilà, commencer à finir les projets clients, voilà, à clore un petit peu les choses pour préparer son congé maternité qui démarre pendant le troisième trimestre de grossesse, hein. Je rappelle que le congé maternité, il va démarrer entre 6 et 2 semaines avant la date de terme de la grossesse. Pourquoi entre 6 et 2 semaines? C'est au choix. Voilà, quand on est à son compte, on peut choisir une durée de congé maternité flexible et donc on peut décider de s'arrêter seulement 2 semaines avant son terme. Je dis seulement parce qu'en fait, le mot terme ou date prévue d'accouchement, parce que c'est ça que nous donnent les médecins, c'est, ça induit en erreur. Euh, la date qu'on nous donne, c'est pas la date où on a le plus de chances d'accoucher. C'est la date à partir de laquelle ça devient dangereux pour le bébé de rester et qu'on va commencer à parler déclenchement
Et si une semaine après cette date, le bébé n'a toujours pas décidé, malgré voilà, nos invitations mentales, on va avoir des actions physiques pour déclencher l'accouchement. Mais donc, la date la plus probable de donner naissance, c'est pas à 41 semaines, c'est à 39. En fait, si tu regardes les pics, les courbes, les pourcentages, donc il y a 70 ou 72% de chances, je rentre dans les détails dans ma formation, là j'ai plus les chiffres tout à fait en tête, mais voilà, une immense majorité de chances d'accoucher avant, voire 2 semaines avant cette date prévue d'accouchement. Et donc, moi, j'ai plein de témoignages de personnes qui me disent, ah oui, j'avais prévu de prendre mon congé maternité, mais au final, bébé est arrivé en avance, donc j'ai pas eu de congé maternité avant sa naissance. Ah bon, il était en avance. Il a arrivé à quelle date? Ah, à 30, 39 plus 2, enfin voilà. Bah non, en fait, il n'était pas en avance, c'était tout à fait à l'heure. C'est juste que on a été un peu confusés par ce vocabulaire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir s'arrêter de travailler avant l'accouchement. Déjà parce que on est au bout de ses forces physiques. Que l'idée, quand bébé naît et qu'on commence à allaiter et tout, c'est d'avoir un petit peu de réserve, justement, d'énergie. Et puis parce que les sages-femmes parlent de ce trimestre comme étant le trimestre de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone importante au moment de l'accouchement parce que c'est ça qui crée les contractions de l'utérus qui vont permettre au bébé de descendre et de naître. Et tout au long de ce trimestre, l'utérus se charge de capteurs d'ocytocine. Et donc, plus on va être dans des activités qui nous font plaisir, des activités relaxantes, rigoler devant une série des années 90 ou passer à un moment en amoureux ou entre copines, etc. Tout ça, ça va faciliter la création de ces capteurs d'ocytocine qui vont derrière permettre un accouchement le plus physiologique possible. Alors là encore, hein, c'est pas parce qu'on s'arrête bien avant d'accoucher qu'on va avoir un super accouchement, ou c'est pas parce qu'on s'arrête de travailler le jour de son accouchement que ça va forcément être la catastrophe. Mais j'ai quand même, là encore, pas mal de témoignages qui abondent dans le sens de, bah voilà, j'ai pas réussi à m'arrêter en amont, j'étais, bah voilà, à fond dans le boulot et résultat. Accouchement qui dure hyper longtemps, qui finit en césarienne d'urgence et postpartum compliqué derrière, etc. Donc, je dirais, voilà, vraiment se dire que c'est un trimestre du ralentissement et être OK avec ça, malgré, on va reparler du patriarcat, malgré la société qui valorise uniquement le faire, qui valorise l'action, qui valorise le fait de ne pas s'arrêter. Et c'est pas évident en fait. Il y a beaucoup de femmes qui disent oui, mais moi c'est pas dans ma nature d'être au ralenti. Je suis pas quelqu'un comme ça. Oui, mais moi non plus et personne parce qu'en fait on nous a pas du tout inculqué ça depuis l'enfance. C'est pas vraiment valorisé hein, de faire la sieste et de pantoufler sur son canapé. Et donc voilà. Et parfois il va falloir se forcer un petit peu. Moi, je conseille même à mes clientes de créer un rituel de transition entre le moment où on travaille et le moment où on s'arrête de travailler pour vraiment ancrer cette décision qui est bonne pour notre corps, qui est bonne pour notre psychisme, qui est bonne pour l'accueil de ce bébé. Voilà, pour accompagner cet arrêt de travail. Hmm. Dans la description, pour celles et ceux qui nous écoutent, je vous invite à compléter avec un épisode que j'ai fait, je dirais, en décembre, quelque chose comme ça, sur la culpabilité de se reposer, la culpabilité de s'arrêter, je sais plus comment je l'avais appelé, avec les aspects individuels et puis l'aspect systémique là du capitalisme intériorisé, hein, bien entendu, faut être productif, faut être efficace, blablabla, et de compléter tout ce que nous apporte Solène, si la question physio, bio, tout ça, ça vous intéresse, que vous voulez compléter dans l'épisode avec Charlotte, donc qui est sage-femme, dans la description pour bien comprendre tout ça, parce que du coup ça va évidemment hein, dans le même sens. Notamment sur la question de l'ocytocine, on s'en est beaucoup parlé. Oui, je me Euh, souviens. ok, le troisième trimestre, et donc, avant-dernière question que j'avais pour toi, ben, the conseil du postpartum. Oui, alors moi, le postpartum, je le découpe en fait en 2 trimestres. Il y a le quatrième trimestre, donc c'est le trimestre vraiment les quelques semaines qui suivent l'accouchement, où là, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de s'autoriser à pas travailler du tout. Alors, je sais, on va dire oui, mais il y a des femmes qui ont quand même envie, etc. Ok. Si elles ont tout leur village
qui est là pour les soutenir, why not? Tout leur village, ça veut dire le papa qui s'arrête complètement, le papa ou le coparent, mais aussi des nounous, des personnes qui cuisinent, qui font le ménage, qui s'occupent de tout, à la limite. Mais si c'est pour reprendre le travail et s'occuper de bébé et l'allaiter à plein temps et faire à manger et les courses et le machin et le truc et la rééducation du périnée, parce que quand même, il faut reprendre une sexualité pour faire plaisir à monsieur, etc., etc. Là, pardon. Là, je dirais attention danger. Euh, le burn-out parental, la dépression du postpartum, tous ces risques sont aggravés lorsqu'on ne prend pas un vrai temps d'arrêt de travail après l'accouchement. Le minimum syndical, je dirais que c'est 6 semaines, donc les 40 jours après la naissance, c'est le temps voilà, que l'utérus et que tous les organes reprennent leur place. Dans beaucoup de cultures ancestrales, les 40 premiers jours sont sacrés. La maman n'est jamais seule avec son bébé, on cuisine pour elle, on fait toute l'intendance et la logistique de la maison, on s'occupe des aînés et elle reste le plus possible allongée. Moi, je l'ai fait en fait pour ma deuxième grossesse et j'ai pas eu besoin de faire de rééducation du périnée après parce que je suis restée allongée longtemps. Et là aussi, hein, moi non plus, c'est pas dans ma nature de rester allongée, mais c'est pour avoir étudié la physiologie de la grossesse et de l'après que je me suis rendu compte à quel point ça pouvait en fait avoir des vertus. Et dans les pays où les femmes reprennent le travail très rapidement, je pense aux États-Unis où c'est 2 semaines après avoir accouché, les rayons des supermarchés sont emplis de serviettes hygiéniques plus max pour les fuites urinaires après 50 ans. Parce qu'en fait, quand on reprend le travail très rapidement, ça a non seulement des impacts potentiellement physiques et psychologiques à court terme, mais aussi derrière, ça veut dire que dès la ménopause, paf, on se fait pipi dessus toute la deuxième moitié de sa vie. Donc, bon, si on peut éviter, c'est quand même un bon investissement à faire. Rester 6 semaines le plus tranquille possible, c'est pas la mer à boire par rapport à toutes les vertus que ça peut avoir. Et je pense notamment quand on est à son compte, quand on est entrepreneuse, notre énergie vitale, ouais, l'énergie qu'on a, qu'on peut donner à son activité, elle est hyper importante. Et comme je le disais, moi, j'ai vécu ça pour après mon deuxième accouchement, j'ai vraiment pris soin de coacher tout le monde autour de moi pour être sûre d'avoir mes 6 semaines vraiment où j'ai pas touché une casserole. Et j'ai senti l'énergie remonter en flèche dans ces eaux-là, en fait, autour de 40 jours. Mais vraiment, c'était incroyable. Et juste après, j'ai lancé Grossesse d'entrepreneuse que j'avais eue en idée pendant la grossesse et un peu avant. Et en fait, j'avais une énergie de malade quoi, quand j'ai repris. Parce que voilà, parfois, ralentir, j'imagine que tu le dis dans l'épisode dont tu faisais mention tout à l'heure, ralentir, c'est aussi favoriser une meilleure énergie par la suite. Et donc, le tout dernier trimestre, comme je te disais, moi, l'après-grossesse, je le divise en deux. Donc, il y a le quatrième trimestre, ouais, c'est repos intégral. Et le cinquième trimestre, The Fifth Trimester, c'est un compte Instagram d'une activiste américaine que j'ai découvert voilà, sur la question. C'est comme ça que j'ai connu le titre cinquième trimestre, qui est en fait voilà, un trimestre de la reprise et où là, moi, ce que je conseillerais, c'est de s'autoriser une reprise progressive. Parce qu'en fait, ce qui est très difficile à vivre pour les salariés, c'est le fait d'être, OK, je suis en congé maternité à 100% et un beau jour, paf, de 9h à 18h, wow, je repars comme si de rien n'était, sourire affiché, etc. Alors qu'en fait, bah, clairement, on n'a pas du tout la même capacité cérébrale qu'avant. Enfin, faire une réunion pendant 2 heures, c'est très dur hein, en postpartum immédiat. Et quand bien même on y arrive, on fait que ça de sa journée, quoi. Et c'est déjà vachement bien. Donc voilà, moduler son emploi du temps pour avoir une reprise la plus progressive possible, c'est un des avantages quand on est à son compte de pouvoir moduler son emploi du temps. Et en plus, alors ça, c'est un droit qui va évoluer, mais en tout cas pour le moment, il y a donc le congé parental qui est après le congé maternité ou paternité, qui peut être pris, et ça, on le sait peu,
à 50 ou 80%. Alors, du coup, les montants sont vraiment dérisoires, mais mis bout à bout sur plusieurs années, parce que c'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant, ça fait quand même une petite somme. Et puis, c'est symbolique de se dire que, bah voilà, je reprends à 50% pendant X semaines ou mois, puis je reprends à 80%, parce qu'en fait, la plupart des femmes réduisent leur temps de travail, donc autant être indemnisées pour. Et puis voilà, retrouver un nouveau rythme finalement après avoir accueilli son enfant. Et si on a envie de continuer à allaiter, on peut. Enfin voilà, il y a plein de choses à dire autour de ce trimestre-là, mais je pense que j'ai déjà donné pas mal d'éléments. Ouais, alors moi je fais une parenthèse pour alors, la team YouTube, vous avez vu, pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast, vous n'avez pas vu ma tête quand Solène nous racontait que les Américaines doivent reprendre le travail au bout de 2 semaines, postpartum, etc. Et que je faisais vraiment une tête, je suis désolée, je vais faire l'américanisme mental à 2 balles, mais vraiment quand j'entends ça, et donc ça c'est le pays de la liberté, hein, voilà, super. Donc je vais encore faire l'anticapitaliste de service, mais le capitalisme intériorisé, enfin le capitalisme tout court, et les Mhm. thématiques de capitalisme intériorisé aussi, hein, des femmes qui se retrouvent vraiment dans des situations de toutes les discriminations sexistes et patriarcales dont tu as fait mention en partie, parce que les lister, c'est très long. Et aussi du coup des conséquences de ça, de il faut être productif, il faut retourner travailler, il faut être à fond, il faut pas s'arrêter, il faut pas se reposer, blablabla, enfin bref, tout ça. Sachant qu'aux États-Unis, en fait, ça a été démontré, hein, ce sont les lobbies de l'industrie du lait en poudre qui ont poussé à cette reprise enfin, la plus courte du monde. Il n'y a aucun pays, à part les États-Unis, où on reprend aussitôt. Et c'est les lobbies de l'industrie du lait en poudre parce qu'en fait, l'allaitement, ça met 6 semaines, là aussi, à se mettre en route. Donc, si on est séparé de son bébé plusieurs heures d'affilée à 2 semaines postpartum, on ne peut pas continuer à allaiter, sauf à tirer son lait toutes les 2 heures pendant une demi-heure, ce qui est voilà, parfois proposé. Mais dans tous les cas, si on met ça en place, comme en fait quand on tire son lait, il y a un peu moins de lait qui sort que quand c'est le bébé qui allaite. Et donc, on va devoir dans tous les cas supplémenter avec un peu de poudre pour ajuster si jamais on veut reprendre très très rapidement, enfin reprendre en étant séparé de son bébé. Donc, oui, j'abonde dans ton sens, effectivement, il n'y a pas que le patriarcat, il y a aussi le capitalisme. Ah franchement, camarades auditorices, si ça vous pouvait pas virer anticapitaliste, moi je sais pas quoi faire. Vraiment, y a pas mieux que les Américains. Enfin, le lobby du lait en poudre, vraiment ça me désespère. Ça me désespère. Bon, on ne laisse pas les femmes tranquilles, même dans cette période-là, et après on va nous faire un sketch de réarmement démographique au JT de France 2. Bon, bref, soit. Je ne vais pas m'énerver, je vais continuer. Et oui, oui, bien sûr, de prendre en compte, on en a parlé un petit peu avec Charlotte, je pense aussi dans l'épisode, mais bien sûr toutes les modifications physiques, bien entendu, et puis cérébrales, tu en as parlé, qu'il y a eu pendant la grossesse et qui fait que la reprise du travail, on n'est pas toujours concentré comme on l'était avant, on peut avoir des pertes de mémoire, la fatigue. Voilà, là on a parlé parce que pour la majorité d'entre nous, on fait beaucoup des métiers intellectuels, mais bien entendu, ça vaut pour toutes celles, encore plus même, j'ai envie de dire, qui sont routières ou à l'usine ou agricultrices, que sais-je, qui sont debout toute la journée alors qu'elles viennent d'accoucher. Mais bon, tu comprends, faut vendre du lait en poudre. Bon, soit. Alors, en t'écoutant, j'ai pensé que j'avais oublié une petite question tout à l'heure quand tu as parlé du congé maternité avant l'accouchement, que tu as dit Mhm. vous pouvez choisir de le prendre entre 8 et 2 semaines avant. Si, 6 et 2 semaines, oui. 6, pardon, ouais. Si nos auditrices décident de le prendre que, entre guillemets, 2 semaines avant, est-ce que ça Mhm. décale après en postpartum ou est-ce que on a le même temps en postpartum et si t'as pas pris avant, tant pis pour toi? Euh, Donc, il y a voilà, cette durée minimum et maximum avant. Et puis, effectivement, oui, donc on choisit les dates de son congé maternité on peut donc aller jusqu'à 16 semaines. Donc, ça, c'est pour un premier ou un deuxième enfant sans autre enfant à charge. Et après, si on accouche avant ou après la date initialement prévue, tout se décale hein, sur le congé postnatal. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et oui, tout à fait, on peut moduler en fonction de ce qu'on a l'impression
qui sera le plus utile pour nous. Très bien. Eh bien, écoute, Solène, j'avais une dernière question avant que tu puisses nous parler de tes actualités. Une dernière question sur la question de la grossesse, c'est les cas particuliers. Alors, tu vas peut-être pas nous faire un mot pour tous les cas particuliers, mais que il peut y avoir des cas particuliers. Tu en as vécu un, toi, de grossesse pathologique. Ça peut être le cas de grossesse surprise qui n'était pas tout à fait prévue au programme. Bon, est-ce qu'il y a un conseil générique pour les cas particuliers? En fait, ce qui est difficile dans un cas particulier, c'est justement le fait Bien qu'on sûr. ne l'avait pas nécessairement anticipé et qu'il y a donc tout un réajustement à faire qui peut parfois être difficile à vivre. Moi, clairement, j'ai frôlé la dépression hein, pendant ma grossesse pathologique parce que, bon, pour plein de raisons, parce que c'était difficile à vivre, mais aussi parce que j'avais jamais été malade avant et que du coup, j'étais persuadée que mon corps fonctionnerait bien et que j'aurais jamais aucun problème. Et que donc, forcément, la première fois qu'on se confronte à nos limites, c'est difficile à vivre. Donc, ce que je dirais, c'est dans ces cas-là de vraiment s'écouter et pouvoir ajuster en fonction de ce qui nous fait du bien. Parce qu'encore une fois, on est le moteur de notre activité en tant qu'entrepreneuse. Et c'est hyper important, bah, du coup, de encore moins subir les injonctions des uns et des autres et de vraiment pouvoir s'écouter. Moi, j'ai eu besoin de continuer à travailler et même j'ai écrit un livre en fait pendant ma première grossesse parce que sinon j'allais sombrer dans les abîmes de la dépression en me disant mais mon business que ça fait 5 ans que je l'ai construit de mes mains et que je l'abandonne à cause de cette grossesse, c'est trop dur à vivre. Bah voilà, au fin fond de mon lit, entre deux vomis, j'ai écrit un livre parce que c'était quelque chose d'intellectuel et de compatible avec mon alitement. Et derrière, ça a eu des super répercussions pour mon activité et qu'en est sorti finalement grandi. Donc ça aussi, ça a forgé en moi cette idée que voilà, un imprévu peut se transformer en une opportunité. Euh, mais voilà, le plus important, c'est vraiment de s'écouter, éventuellement de bien s'entourer si on ressent le besoin d'être accompagné enfin, par voilà, un soutien psychologique. C'est important, d'autant plus voilà, de le faire dans ces moments-là, parce qu'il y a voilà, cet ajustement qui peut être difficile à vivre et à traverser, et qui pourtant peut avoir vraiment une grande importance dans la suite de son activité. Eh bien, merci beaucoup Solène pour d'être venue sur le podcast et pour toutes ces conseils, ces informations et ces partages aussi que tu as pu faire durant cet épisode. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose, une actualité vers où on peut renvoyer nos auditories, le calendrier notamment? Oui, tout à fait. Donc, déjà, elles peuvent aller visiter le site internet grossessedentrepreneuse.fr. J'ai un podcast qui partage à la fois des conseils, mais aussi plein de retours d'expérience, qui s'appelle là aussi Grossesse d'entrepreneuse. Et donc, ce programme dont tu parlais, que tu as suivi, le calendrier de l'avant-bébé, c'est en fait, je vous aide à faire un rétro-planning, donc à comprendre voilà, tous ces différents trimestres de grossesse qu'on a évoqués ensemble et quoi mettre en place à quel moment pour voilà, apaiser sa charge mentale et se sentir plus en contrôle de voilà, ce tsunami qu'est la maternité dans la vie d'une entrepreneuse. Et c'est un programme qui est hyper accessible déjà par son tarif et aussi par son format. Donc, c'est 15 audios de 5-6 minutes. Donc, hyper digeste, facile à intégrer dans son emploi du temps. On n'a pas besoin voilà, d'y consacrer beaucoup de temps. On peut le faire en parallèle de son café du matin pendant 15 jours et hop, voilà, c'est plié. Et ça coûte pas plus cher qu'un café par jour. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, j'essaie de faire quelque chose d'hyper digeste, de plus abordable possible. Et ça introduit aussi pas mal de notions qu'on détaille beaucoup plus ensuite dans la préparation de business à la grossesse, qui est mon accompagnement plus complet, où là, il y a des modules de formation, des expertes qui donnent des masterclass, une communauté de soutien, des cercles de parole, etc., etc. Voilà, pour celles qui sont en plein dedans et qui veulent être accompagnées pendant cette période-là.
Eh bien, écoute, formidable, on va mettre tout ça dans la description pour celles et ceux qui veulent aller voir. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on conclue cet épisode ou est-ce que tu as pu tout dire? Non, mais écoute, je te remercie encore et pour ton invitation et pour cette discussion et tous les liens que tu as pu faire avec d'autres thématiques que tu abordes dans ton podcast. Moi, j'ai été ravie de pouvoir contribuer et merci à toi pour tout ton travail. Merci beaucoup à toi, Solène, à très vite.